Good afternoon, everybody. Bonsoir à tous. Je suis Mayoa Kuyuro. Je serai modératrice et experte de ce panel de cet après-midi. Le titre de ce panel, c'est « Est-ce que l'hiver vient pour les fintech africains ?» Alors, les Africains veulent pouvoir vendre, être sur le marché d'ici 2035. Maintenant, les conséquences de la pandémie combinées avec les conséquences de la guerre ukrainienne a des conséquences. Il y a des variables en matière de régulation pour ce qui est des licences, de même que les allégations pour ce qui est des gouvernances. On fait en sorte qu'il y a plus de complexité sur le marché. Est-ce que cela peut être l'ouragan qui vient semer le trouble dans l'environnement africain? Et est-ce qu'on peut créer un fintech, un écosystème durable sur le continent? Avant de présenter les panélistes, je vais donner quelques propos et je vais vous présenter ce dont il est question. À Mackenzie, on a écrit et on a fait un rapport il y a 2-3 ans pour ce qui est de l'écosystème des fintech en Afrique. Et le titre de ce rapport, c'est que voici, c'est ceci. This is the end of the beginning, qui signifie c'est la fin du commencement. Plus on parle avec les fintech, on parle avec les investisseurs, on parle avec les régulateurs. Les choses communes pour ce qui est des conversations qu'on a eues, c'est le fait que les fintech africains et précisément de son écosystème pour ce qui est de l'aide des finances est en train d'arriver vers la fin de son commencement. Donc on a eu plusieurs activités et nous avons commencé à devenir matures en tant qu'industrie également. On a vu que pour ce qui est de l'écosystème, on a expérimenté une sorte de changement pour ce qui est de la manière dont les gens interagissent. Les gens utilisent des paiements via mobile, les gens interagissent avec les institutions financières et également nous voyons que les fintech aident dans ce changement de paradigme. Un aspect très intéressant pour ce qui est du rapport, c'est qu'on a vu que la pénétration des fintech pour ce qui est de l'écosystème financier en Afrique ne ressemble pas beaucoup à ce qu'on voit dans le marché développé. Également, on voit les questions des revenus des fintech par rapport aux revenus des entreprises financières. Maintenant, pour ce qui est des fintech, comparer le marché africain par rapport au marché extérieur, on voit la question de paiement. Il y a les telcos également, qui sont les leaders en matière de services financiers, et également il y a d'autres acteurs qui participent dans l'industrie dans certains marchés. L'Afrique est à 25% et au Kenya et au Ghana, on a des pénétrations qui peuvent arriver à 15%. Et maintenant, le troisième point que je veux dire, c'est qu'il y a toujours une certaine croissance et on va en parler dans ce panel aujourd'hui. On voit qu'il y a plus de pression pour la mise à l'échelle, il y a des pressions en matière de réglementation et il y a des questions de professionnalisation par rapport à la croissance et finalement, et je pense que ceci est commun par rapport à tout ce qui opère dans le marché pour ce qui est de la sécurisation des bons talents et de financement via le cycle de développement. Et ceci étant dit, on voit qu'il y a plusieurs opportunités pour ce qui est des fintech au fur et à mesure que ça devient mature. Et on a pensé au fait qu'il faut plus de présence régionale pour les champions du pays. On en a parlé déjà durant les derniers mois. Et le deuxième, c'est à voir avec le développement des offres B2B. Et on sait qu'il y a beaucoup d'interactions B2C. Et on voit que on fournit ce service aux entreprises. Et également, le troisième point, c'est de voir
ce qui se passe sur le continent par rapport à la pénétration des prêts pour les PME. On a vu que la plupart des acteurs aujourd'hui travaillent beaucoup et il y a alors d'amélioration. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la fintech? Tout le monde parle de fintech. Et je suis navré d'avoir une diapo aussi chargée. En réalité, c'est à voir avec les différentes couches que nous avons. Et vous savez, en quittant de la gauche, savoir avec la gestion des comptes jusqu'à l'extrême droite où on parle des blockchains et des cryptos. On voit 8 caractéristiques verticales avec des couches et en haut on voit les nouvelles banques qui sont les moteurs. Et la chose intéressante ici, quand on voit dans tous les continents, il y a une question qu'on se pose. On se rend compte quand même que les marchés diffèrent, même si on parle de fintech africain pour ce qui est de sa réalité, la forme et le type changent par rapport au marché auquel vous faites allusion en Afrique. Maintenant, lorsqu'on jette un coup d'œil sur tout le continent, je crois qu'une chose dont on parle, qui est commune d'ailleurs, c'est les styles, les types de paiement qui sont pris en compte en matière d'activité et ça a un rôle clé à jouer en Afrique. Ceci montre en quelque sorte la réalité par rapport aux fintech qui opèrent sur le continent et vous voyez que plusieurs ont à voir avec des paiements online, offline et il y a plusieurs formes. Maintenant, on bouge vers des réalités plus complexes et on se rend compte qu'on a encore une certaine marge de manœuvre. Maintenant, on a essayé de faire une sorte d'expérimentation. On s'est dit si les pays en Afrique, ressemblaient tous au Kenya ou au Ghana aujourd'hui, quelle serait la taille des revenus. On voit que les fintech peuvent croître durant les 5 à 8 prochaines années par rapport à la pénétration des différents services sur tout le continent africain. J'ai également parlé des défis déjà et cela devient de plus en plus important si on voit l'environnement dans lequel nous opérons. Pour le moment, nous avons commencé ce rapport, je crois, vers la fin de l'année passée et c'était disponible en août. On voit un paysage différent en matière de financement, que ce soit des réalités géographiques ou macroéconomiques. Donc, il y a beaucoup de pression pour ce qui est de la mise à l'échelle de la navigation. Et il y a également de la monétisation, il y a également la question de la navigation dans un environnement incertain. On se demande ce qui va se passer avec les réglementations. Je dis aux gens que j'ai pas une boule de cristal pour dire ce qui va se passer à l'avenir. Donc, voilà les préoccupations des opérateurs et des investisseurs. Également, c'est un sujet dans lequel nous allons envisager. Et le troisième point, je crois que plusieurs d'entre vous, vous avez vu ce dont il est question en Afrique et même en dehors de l'Afrique pour ce qui est des dernières années par rapport à la gouvernance des entreprises. Une des choses qu'on voit au fur et à mesure que les compagnies deviennent de plus en plus matures, c'est le fait qu'on se focalise sur les différents acteurs de financement. Également, il faut la gestion du manque et il faut pouvoir sécuriser les bons talents et je trouve que c'est très intéressant tout en étant paradoxal qu'on ait un climat adapté dans lequel on travaille parce que nous avons la population en âge la plus élevée et cependant nous sommes incapables de trouver le bon talent. Donc il y a une certaine inégalité ou incompatibilité par ce qui est produit et ce que les employeurs recherchent. Et également en matière de financement, on va envisager cela et en parler avec les panélistes. Et dernier point, une des choses qui sont sorties durant les 2 derniers jours, c'est de voir comment est-ce que tous les acteurs dans l'écosystème puissent venir ensemble, échanger
pour voir comment est-ce qu'on pourrait atteindre le haut potentiel des fintech dans l'industrie. On a trois acteurs, les régulateurs, les fintech et les investisseurs. On essaie de promouvoir une certaine régulation, un certain règlement qui est adapté et on assure qu'il y a la protection du client. Et pour ce qui est des fintech, il faut bâtir les talents et les former. Je crois que c'est une variable très importante. C'est une contrainte que nous avons sur le continent. Pouvoir bâtir des partenariats avec les uns et les autres et avec les régulateurs également. Je crois que les fintech doivent beaucoup apprendre pour pouvoir engager les régulateurs. Et également, pour ce qui est des investisseurs, vous devez voir ce qui se passe dans vos pays différents, voir les différents acteurs et se focaliser sur la valeur au lieu de l'évaluation. Donc, ceci étant, je vais appeler les panélistes. Je vais appeler Aïda. C'est la vice-présidente. Est-ce qu'on peut avoir les lumières? J'espère qu'on allait avoir de la musique. Donc, Aïda, bienvenue. C'est la vice-présidente senior et responsable Afrique Subsaharienne Visa. Maintenant, je vais appeler Babs Ogundei, qui est directeur de Kuda Bank. Merci beaucoup. Et également, je vais demander à Omar Sissé, directeur de InTouch, de venir. Voilà, j'ai ma musique. On a Jessica Anona, directrice de Kiasha. Et le dernier intervenant, Pardon Muja Kashi, vice-président stratégie et partenariat Chipakash. Thank you very much. Merci beaucoup, Aïda. Je vais commencer avec vous. Il y a beaucoup de sujets pour ce qui est des niveaux de variables qui viennent dans la sphère des fintech. Est-ce qu'on devrait être excité par rapport à cela? Évidemment, on devrait être enjoué. Il y a un certain nombre de choses que nous voyons lorsqu'on voit le paysage. Le premier à voir avec l'évolution que nous voyons durant les dernières années. Alors quand vous voyez ce dont on parle comme FinTech 1.0, je crois que c'est les acteurs qui viennent dans le paysage et on voit les cas d'usage spécifiques pour ce qui est des transferts entre les personnes, les épargnes et les investissements. Maintenant, après la Covid, et d'ailleurs, je crois que la Covid a été un catalyseur de la numérisation. Maintenant, vous savez, votre diapo que vous avez présenté par rapport au FinTech qui offre des solutions intégrées et des offres et crée des plateformes complexes. Et je crois que ceci est en droite ligne avec le besoin du marché, en particulier en Afrique subsaharienne. Mais nous avons toujours un gap pour pouvoir offrir des solutions pour les clients et les marchands, sur le long terme évidemment. Maintenant, on voit un environnement qui devient de plus en plus ouvert pour ce qui est de l'accès aux données, avoir accès aux analyses, ce qui fait que l'offre devient de plus en plus focalisée sur les consommateurs. Vous savez, une chose sur laquelle on doit se focaliser, je crois qu'on en a parlé dans un panel précédent, c'est comment est-ce que les lignes deviennent floues entre les fintech qui se transforment en banques, les banques qui font évoluer leur opération et deviennent des fintech, et les fintech qui se rapprochent des régulateurs, facilitent le paiement pour le gouvernement et sont même impliqués dans les monnaies numériques de banque centrale. Donc je crois qu'en réalité c'est un secteur très dynamique et il y a besoin de
numériser les monnaies et envisager l'inclusion financière. Mais la question est de savoir comment est-ce qu'on amène tous les acteurs autour de la table pour pouvoir avoir la bonne valeur pour ce qui est de l'écosystème. Merci beaucoup, Aïda. Omar, je viendrai à vous bientôt parce que je crois que vous faites des choses intéressantes, que ce soit en ligne que sur le terrain. Mais la chose qui nous intéresse, c'est ce que les fintechs font pour l'Afrique. Oui, ce que j'ai remarqué en premier, c'est que lorsque nous avons commencé il y a 7 ans, lorsque on a essayé d'échanger avec les régulateurs, je croyais les gens se disaient probablement qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font dans la chaîne de valeur. Peut-être ils sont là pour détruire la valeur. Et quand on a comparé cela à ce qui se passe aujourd'hui, ce que nous avons entendu hier, même durant ces 2 jours de ce sommet, les compagnies fintech sont au centre de toute la discussion maintenant. Parce qu'on a remarqué que nous sommes les acteurs clés de l'écosystème et les gens ont besoin de nous. Si je peux le dire ainsi, alors, si vous voyez les chiffres, on est en train de parler des services financiers généralement, mais si on voit le chiffre par rapport au mobile money, juste l'année dernière, on parle de la crise depuis la Covid-19, mais l'année dernière, dans le monde entier, on a pu avoir plus de 1000 milliards de transactions électroniques juste via mobile money. Donc ça veut dire que c'est une très grande croissance. Ça signifie que quelque chose est en train de se produire en se basant sur les services financiers. Mais non, quand on parle des fintech, ce que nous observons aujourd'hui et dans tout le monde entier, le financement est comme un cauchemar. C'est devenu très très difficile d'avoir le financement, mais pour ce qui est des fintech en Afrique, on ne peut pas avoir de croissance si on fait la comparaison de ce que des fonds levés l'année dernière par rapport à cette année ou ces 6 derniers mois. Je crois que 3,5 milliards de dollars ont été levés en Afrique. Je crois que c'est une croissance d'au moins 30%. Ça signifie que les choses vont bon train. Maintenant, il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup de la question, mais ce qu'on doit savoir, c'est que les choses ont changé. Malheureusement, il y a de cela 2 ans et 3 ans, lorsque les startups ont commencé, on a réussi à avoir une bonne évaluation. Mais aujourd'hui, maintenant, les évaluations ont été revues et il y a des startups aujourd'hui qui réussissent à lever des fonds. Et c'est différent de l'évaluation qu'il y a eu les 2 dernières années. Et je crois quand même que ça a à voir avec la crise. Nous devons faire avec. Merci. On va revenir sur cette question un peu plus tard. Mais on a dit au fait qu'on a levé 3,5 milliards, 30% de croissance par rapport à l'année dernière. On voit que la tendance en Afrique est en train d'augmenter un tantinet comparativement au monde. Est-ce que c'est votre expérience également en tant que fondateur pour ce qui est de la levée de fonds? Est-ce que vous croyez que 2023 va continuer dans la même lancée? Je pense que pour répondre à cette question de manière appropriée, on doit mettre les choses dans leur contexte. La réalité, c'est comme si les compagnies africaines sont en train de lever beaucoup de fonds. Mais si on fait une comparaison par rapport au montant levé sur le plan mondial, nous sommes encore insignifiants au vu des opportunités et du travail sur le terrain. Maintenant, la deuxième chose, c'est que les compagnies africaines parlent beaucoup de technologie. Et pour ce qui est des entreprises technologiques, je crois que c'est un nouveau phénomène en Afrique. Et je crois que c'est seulement dans un passé très récent,
où nous avons très peu de compagnies qui ont réussi à lever 10 millions de dollars et plus, juste pour donner des exemples. Alors clairement, cela ne signifie pas que les compagnies africaines sont immunisées par rapport à la crise mondiale, mais c'est un fait tout simplement que la plupart des compagnies ne sont pas à ce niveau. Il y a plusieurs phases de croissance et vous allez remarquer la chute dans le financement, tout simplement parce que on n'a pas des chiffres élevés comparativement au monde pour ce qui est de ce financement. Maintenant, cela affecte les grandes entreprises, surtout pour ce qui est de l'évaluation. Et clairement, les pays africains euh, ont des évaluations qui ne sont pas signifiants quand on les compare aux homologues. On parle du nombre de clients, des transactions de valeur, et les compagnies mondiales qui viennent autour de la table. Alors à cause de cela, vous savez qu'on n'a pas vu de chute drastique en matière de financement. Alors oui, les pays africains ne sont pas immunisés et 2023, on verra s'il y a plusieurs pays qui envoient, qui essaient de briser la glace. Et je crois que cela va nous aider et on va savoir si ça affecte les petites entreprises africaines ou pas. Maintenant, en tant que fondateur, vous croyez que c'est difficile de pouvoir lever des fonds au vu des explications dépendant de là où vous êtes, parce que votre expérience de levée de fonds est différente. Est-ce que c'est difficile maintenant? Est-ce que ce sera difficile à l'avenir? Oui, oui, je pense que nous avons une expérience unique chez nous à Clasha. Nous levons des fonds, on continue de le faire. Je crois que ces entreprises ont besoin de financement en Afrique. Et aux États-Unis, on a compris que l'Afrique est le plus grand continent du monde. C'est facile d'avoir une économie d'échelle. Et on voit beaucoup d'entreprises en Europe qui ont espoir pour ce qui est de la croissance en Afrique. Donc les choses vont bon train et on espère qu'une fois qu'on aura l'économie de l'échelle et qu'on a le financement nécessaire sur le continent africain, maintenant on aura la responsabilité d'avoir des entreprises à l'échelle et avoir les nuances de différents marchés et dans tous les pays du continent africain. Donc oui, maintenant il faudrait que les entreprises voient les différents métriques ou les différents métriques et on va essayer de voir les nouvelles économies et se focaliser sur les nouvelles économies depuis la base. Également, les fintechs se focalisent sur la rentabilité et on sait que quelques fintechs n'ont pas pu performer de la meilleure des manières durant les dernières années, mais il faudrait qu'on prenne en compte le changement sur le marché. This is a fair question. C'est une question intéressante. Nous devons le lier à la personne qui hausse la tête. L'année dernière, en juillet, de juin à mars, pendant un an, en termes de financement, nous avons 300 millions par mois. Maintenant, c'est tombé à 114 000. Donc, ici, nous sommes en saison morte. Mais lorsque nous conceptualisons tout cela, au cours des 4 dernières années, nous avons une croissance d'environ en moyenne de 5%. FinTech Africa est en train de croître. Hier, compte tenu des perturbations au niveau mondial, compte tenu des opportunités qui existent aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de preuves pour suggérer qu'il y a une bulle. Mais c'est plutôt à l'opposé.
l'explosion de secteur FinTech, transfert mobile, en parlant de nombre de transactions, nous parlons de 20% de croissance en termes de paiement numérique domestique annuellement jusqu'en 2025. Je ne vois pas de bulle là-bas. Est-ce qu'on parle de résilience? Il va falloir optimiser notre modèle pour ces fintechs qui recherchent des opportunités. Je pense qu'il y a une opportunité à croître de manière exponentielle. Alors, il y a opportunité de croissance. Il n'y a pas suffisamment de preuves ou de données pour suggérer qu'il y a une bulle. Peut-être que c'est trop tôt de parler de bulle. Peut-être ça va prendre du temps pour ce qui est de fintech. Eh bien, je pense que l'Afrique est financièrement inclus, il y a inclusion financière. Tout ce que nous devons faire, c'est optimiser le modèle pour voir ce qui en sera. Pour ce qui est de l'inclusion financière, vous aviez dit quelque chose, et je rebondis là-dessus, c'est la portée de problèmes à résoudre en termes de financement. Donc, c'est plutôt juste une infime partie du problème qui est résolue pour ce qui est de l'inclusion financière. Les acteurs classiques mais je pense que FinTech, c'est une partie de la solution. Aidez-nous à comprendre ce que FinTech est en train de faire pour élargir les services financiers. Le mot-clé ici, c'est pas le on-band, c'est on-the-band. L'inclusion financière, c'est juste que vous n'avez pas un compte bancaire, vous n'êtes pas bancarisé. Vous pouvez avoir un compte, mais vous n'avez pas accès à toute cette bagatelle de services bancaires disponibles. Ma façon de voir les choses. On pouvait commencer, je crois, dur comme fer, que les services financiers, dans un marché émergent, c'est comme un préservatif. Et c'est une niche de population concernant les HNIs, les grandes sociétés, les gouvernements, etc. Mais en réalité, en ce qui concerne de nombre de par environ 90% de la population est exclue de toute cette litanie de services auxquels ils peuvent avoir accès. Par exemple, les sociétés comme Coda nous offront pas seulement les comptes bancaires, mais nous offrons des microcrédits, accès aux bourses, donc des services de gestion, pas seulement des transactions au niveau local, mais vous pouvez également avoir accès aux bourses internationales qui contribuent à l'expansion de la richesse. Il y a d'autres produits également. Il y a également FinTech qui traite spécifiquement les on-band. C'est pas juste de dire que FinTech est en train de capturer les mêmes clients. Oui, nous offrons des services aux mêmes clients, mais nous offrons de différents services. Si c'est qu'on offrait les mêmes services aux mêmes clients, il n'y aura pas de FinTech, mais le fait que nous avons FinTech et nous avons des millions de clients montre qu'il y a un besoin. En outre, il y a également eu cette opportunité pour collaborer, car en fin de compte, nous parlons de clients. Je ne pense pas qu'une seule entité, un groupe d'entités pourrait desservir entièrement les clients. Non, ici nous ne parlons pas de scénario d'acteurs si nous
sommes ensemble, nous pouvons offrir de meilleures opportunités pour offrir des services aux clients entièrement. Et pourtant, nous sommes actuellement fragmentés. Et quelqu'un m'a parlé de collaboration. Et vous êtes une partie intéressée pour s'assurer de la collaboration de tous les acteurs. Comment est-ce que vous pensez que le partenariat dans cet écosystème pourrait aider à promouvoir l'inclusion financière dans cet écosystème? Il me semble que c'est essentiel. Ce que j'ai constaté, il y a des jours, tous les acteurs ont la même compréhension. FinTech émerge dans le paysage avec innovation, agilité, valeur aux consommateurs et également à tout l'écosystème de manière jamais égalée. Eh bien, on pourrait aborder les questions de l'apprentissage par les machines, intelligence artificielle. Tout cela vient dans le paysage. Oui, pour ce qui est de l'écosystème financier formel, cela apporte du capital, des compétences, on en a tellement besoin et va bien au-delà. Et il me semble que l'astuce, c'est comment intégrer tout le monde dans un écosystème qui va déboucher sur l'accès, qui va déboucher sur la sécurité dont nous parlons, surtout en termes de paiement, et également qui va déboucher sur la gouvernance et la conformité avec les réglementations. Forcément, nous avons besoin de partenariats. La question, comment faciliter cette intégration pour accélérer l'accès et la valeur dans cet écosystème. Je reviens, vous vous focalisez sur les banques. Dites-nous, à quoi cela ressemble? Comment amener autant de monde dans le système financier? Ce que nous essayons de faire, c'est de saisir au bon l'opportunité du partenariat. Par rapport à votre question, nous nouons énormément de partenaires avec les banques pour essayer de les aider à numériser leurs services et rendre les services accessibles à la population. J'en veux pour preuve. Nous avons plus de 50 000 agents dans le pays. Dans un pays au Sénégal où vous avez plus de 1000 agents. Nous travaillons avec les banques. Avec ces banques, nous avons pu, en une année et demie, à réaliser des choses plus que nous le ferions en 15 ans en termes de nouveaux agents qui sont intéressés à la chose. Maintenant, les gens peuvent aller faire des transactions auprès de ces agents, peut-être avoir accès à tous les autres services, notamment les transferts d'argent. Ce que nous essayons également de faire pour à promouvoir l'inclusion financière, nous avons numérisé les solutions par rapport aux services qui ne sont pas encore numérisés. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles qui acceptaient des paiements en cash, en numéraire. Pour les bourses, nous travaillons avec les femmes qui vendent du poisson, les marieuses, avoir accès au crédit, des microfinances auprès des banques. Mais ces processus n'ont pas encore été numérisés. Nous l'avons fait. Nous avons intégré ces solutions et nous nouons énormément de partenariats avec les banques, avec les acteurs de transfert mobile. Pour ce qui est les applications des transferts de mobile, oui, vous ne verrez pas de visu, mais vous saurez que
Ces services sont fournis par Intel. Nous avons numérisé ces services et nous avons apporté autant de canaux que possible. Infiniment merci. Maintenant, nous allons aborder la question de réglementation. Vous opérez dans plusieurs secteurs. Eh bien, vous avez cette responsabilité de régulateur, je suppose. Dites-nous, comment est-ce que vous le faites dans plusieurs marchés? Il y avait un panel qui avait abordé la question de la SLECAF. Il y a différentes séries de réglementations et comment opérer sur le continent. Donnez-nous votre point de vue en termes de réglementation dans plusieurs marchés. Maintenant, je vais vous présenter d'abord le contexte pour mieux comprendre la plateforme. Nous avons une présence dans 7 pays africains, également au Royaume-Uni, aux États-Unis. Nous offrons également un certain nombre de produits et de services dans les différents marchés. Et oui, pour ce qui est de notre rôle en tant que régulateur, nous avons un certain nombre de régulateurs sur un marché. Par exemple, en Ouganda, nous avons 4 ou 5 permis qui nous donnent l'opportunité d'offrir un certain nombre de produits et de services et nous élargissons nos tentacules sur le continent. Et donc l'engagement des régulateurs devient très important pour nous. Donc c'est une approche à plusieurs volets. Et donc ce n'est pas une panacée. Il y a 55 pays en Afrique. Alors notre approche dépend du marché et du contexte du marché. Mais ce que nous avons vu de manière générale, oui, c'est un exemple de plateforme. Pour le gouverneur du Kenya, j'ai eu à parler avec lui et je voulais savoir ce qu'il pense par rapport au FinTech au Kenya et en Afrique. J'ai eu à parler avec le gouverneur de Rwanda, de l'île Maurice. Cette plateforme nous donne l'opportunité de comprendre ce qui se passe, toutes les attentes du point de vue du régulateur pour avoir une approche, comment interagir par rapport à ces différentes plateformes. Et de deux, nous examinons différentes approches et nous traitons directement avec les régulateurs juste pour comprendre des attentes, surtout lorsque on offre plusieurs produits. Si ce n'est pas très clair en termes de réglementation, oui, les marchés comprennent différentes dynamiques. Il va falloir comprendre les attentes, comment vous opérez dans cet espace, et cela nous aide également. Avant d'entrer sur un marché, nous sollicitons l'opinion juridique auprès des personnes spécialistes qui traitent avec les différentes réglementations pour comprendre le contexte et également le système de réglementation. Et lorsque je recherche un produit, le courtage par exemple, voilà le régulateur à qui s'adresser. Et comme cela, on ne commence pas par la case zéro. Et cela permet de comprendre le contexte en termes de leurs attentes. Donc c'est une approche à plusieurs volets. Mais ce qui est plus important, comment collaborer avec votre régulateur. Ce que j'ai vu, nous avons eu des entrées dans plusieurs marchés, nous avons lancé plusieurs produits. Pour ce qui est de la prochaine génération, pour ce qui est des bourses, vous pouvez comprendre l'environnement de réglementation lorsque vous interagissez avec les autorités monétaires afin de comprendre leurs attentes. Oui, je sais que vous êtes au Royaume-Uni, au Nigeria. Qu'en est-il de l'engagement réglementaire, tout comme Padon l'a fait remarquer, littéralement, vous devez dégager différentes approches. Mais l'exigence fondamentale, c'est le dialogue.
Vous devez collaborer et vous devez comprendre les régulateurs. Ils sont là pour protéger les consommateurs, voyez-vous, en tant que FinTech. Et les sociétés B2C, comment servir les clients, c'est ce qui importe. Vous pensez aux FinTechs et réglementaires. Ils sont alignés par rapport à la mission qui les amène à servir une certaine audience, je veux dire les clients. Il y a pas mal de clash qui intervient parce qu'il y a manque de dialogue. De manière générale, l'innovation s'accélère plus que les politiques et ça peut également créer le dialogue pour mieux comprendre et être juste avec les régulateurs. Il y a des exemples où certaines sociétés légitimes ou perçues comme étant légitimes opèrent, on ne doit pas aller au-delà. Récemment, nous avons eu quelques clashs avec des sociétés qu'on pensait être crédibles et les consommateurs ont souffert. Alors, je pense qu'il est important, en tant que société, de travailler d'arrache-pied pour sortir de ce sphère de manque de crédibilité. C'est là où le dialogue rentre en ligne de compte. Et tout ce que nous voulons lancer en termes de produits, on peut informer le régulateur, demander leur avis, quels sont les écueils. Des fois, ils comprennent les choses autrement et on donne notre point de vue. Et donc c'est une façon de collaborer et de travailler ensemble. Par ailleurs, j'ai constaté personnellement, avec tout le respect aux sociétés FinTech, en termes de maturité, les sociétés elles-mêmes sont jeunes. Les individus derrière les sociétés sont jeunes. Forcément, il y a ce gap générationnel. Alors, comment est-ce que nous percevons la vie de manière générale? Avec tout le respect, la plupart des régulateurs sont sages. Je jouis d'une certaine expérience avérée de longue date. Il faudrait qu'il y ait des efforts de part et d'autre pour comprendre le point de vue de chacune des parties. Mais en ce qui me concerne, je suis très optimiste. Parce que ce que nous faisons, c'est de s'aligner. Il va falloir trouver ce terrain d'entente où on peut, chacun peut trouver son compte de manière à ce qu'on puisse tous gagner dans cette démarche. Les objectifs alignés dont tu as parlé, que ce soit FinTech, Telco, banque, dans cet écosystème, nous sommes là pour desservir la clientèle et ça pour orienter le modus operandi. Je dois dire que nous devons collaborer avec les régulateurs et cette conférence nous offre cette excellente plateforme. Comment faire croître les compétences sur les marchés. Ça fait 1 an et demi que nous avons commencé, contrairement à Paden Patch, mais je crois que la collaboration avec les régulateurs a été très bénéfique pour nous, pour notre entreprise. C'est important pour nous de Compétences sur les marchés. Ça fait 1 an et demi que nous avons commencé, contrairement à Paden Patch, mais je crois que la collaboration avec les régulateurs a été très bénéfique pour nous, pour notre
entreprises, c'est important pour nous de pouvoir expliquer ce que nous sommes en train de faire pour qu'ils puissent comprendre la raison pour laquelle nous voulons atteindre nos objectifs. Et également, il y a un environnement également facilitant. Nous avons les sandboxes qui peuvent opérer dans cet pays où il faut du temps, 2 ans des fois, pour pouvoir avoir les licences, pour pouvoir avoir un marché libre, soit dans les contextes où nous avons les licences qui prennent du temps à être délivrées et nous avons une discussion ouverte sur certaines innovations que nous voulons bien, avoir. Par cela dit, la technologie et la fintech ont une croissance plus rapide que les politiques sur le terrain. Donc, c'est très positif comme interaction au niveau des régulateurs en Afrique de l'Est et certains en Afrique de l'Ouest également. Je crois que si nous voyons le niveau de sophistication de l'Afrique de l'Ouest pour que nous puissions bien, obtenir la licence dans ces régions. Alors, le dernier point, il faut ouvrir le dialogue. Cela a été très positif, cette plateforme. J'ai quelques rencontres avec les régulateurs ici et pour partager, discuter ce que nous voulons faire, quels sont les paramètres au niveau des lois, qu'est-ce que nous pouvons faire selon la loi. Et je crois qu'il faut avoir une communication très ouverte avec les régulateurs pour pouvoir bien, nous implanter rapidement dans certains pays et au-delà. Merveilleux, merci beaucoup. Alors, je vais poser à chacun de vous cette question. Quelles sont vos remarques pour clôturer cette discussion? Si je crois, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes sur un marché où la taille du problème est considérable. Nous avons assez d'innovations qui veulent aider à régler le problème. Je suis très enthousiasmé sur certaines choses, particulièrement le fait que le numérique nous a permis de vraiment trouver des solutions. Je crois que la technologie que nous avons sur le continent actuellement pour aider à régler nos problèmes sur le continent africain. Il est bien vrai que l'environnement exogène macroéconomique n'est pas favorable, mais il peut y avoir, disons, certains moments difficiles, des moments difficiles devant nous. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses. En juger par ce que je viens d'entendre, nous devons avoir beaucoup d'attentes. Alors que pensez-vous que les fintech peuvent gérer les 12-18 mois à venir, selon vous? C'est une question intéressante. Vous savez, lorsque vous suivez de près le montant d'argent qui doit faire l'objet de digitalisation dans notre région comme point de départ, j'étais en train de dire un peu plus tôt, à chaque fois que je vais sur plusieurs marchés, ce que je fais en fait, c'est de pouvoir examiner les acteurs du système de paiement de marché, passer du temps avec les petits marchands pour voir quelles sont leurs opérations et comprendre ces opérations. Les acteurs du marché dont je parle ici, il y a ce que nous appelons la sophistication du paiement ou l'inclusion financière est à un niveau élevé. Il y a beaucoup de monde, il y a assez de montants. Alors il y a toujours un débat où les nombres varient en fonction des données que vous avez à disposition. Mais moi, mes hypothèses sont, ou bien mon évaluation devait être pour dire, sont fondées sur l'expérience que j'ai du terrain. Je vais peut-être sur un marché comme le Kenya, je demande à 40 marchands dans ce pays comment ils reçoivent leur paiement et comment est-ce que s'ils font des paiements, 50% toujours me disent qu'ils reçoivent des paiements en liquidité, en liquide. Alors cela est étonnant. J'étais la semaine dernière au Ghana, j'étais allé sur ce marché, j'ai discuté avec les femmes du marché qui vendent bien, les pagnes. Je leur ai demandé comment est-ce que vous recevez vos paiements et 80% à monnaie sonnante et trébuchante, sachant bien qu'il y a les opérateurs de télécommunications qui sont sur le marché. Alors, quand j'examine le continent avec les potentialités que nous avons, je crois qu'il y a bien, assez d'opportunités que nous avons là lorsque nous examinons la population qui est bancarisée et non bancarisée. Le nombre de solutions et des produits qu'ils ont à leur disposition sont peut-être quelques-unes des solutions. Il faut voir bien, tout ce qu'on peut encore apporter comme service financier sur le continent africain. Alors, si je prends ce point comme étant un point de départ, pour moi, la potentialité est encore très grande. Et les fintech ont un rôle essentiel à jouer. Ce que je vois de plus en plus également, c'est que pendant que la technologie favorise cet accès et ces services que nous avons rendus disponibles. Cela est essentiel pour pouvoir
réaliser la durabilité, que les fintech soient bien équipés pour pouvoir connaître une croissance. Nous discutons ici de cette lors de ces panels, est-ce que les fintechs sont perçus comme l'unicorne? Alors, il y a des centaines qui sont encore là, qui sont en train de renforcer les capacités. Nous devons nous assurer comment est-ce que nous pouvons avoir accès à la technologie appropriée, comment est-ce que nous pouvons avoir les systèmes de gouvernance appropriés et comprendre ce qu'il faut pour faire le KYC comme cela se doit. Comment est-ce qu'on fait le suivi de transactions pour être en adéquation avec l'industrie et les exigences de l'industrie dans laquelle nous nous trouvons. Alors, il faut que nous puissions nous assurer que nous puissions les intégrer dans l'écosystème, mais leur donner les âmes qu'il faut pour pouvoir croître. Merci beaucoup, Babs. Je crois que en ce moment, au moment difficile, quand vous dites temps difficile à l'avenir, vous voulez dire accès aux capitaux, c'est ça, n'est-ce pas? Et la réalité, c'est que il y a plusieurs manières de pouvoir créer des entreprises. Récemment, cela se fait avec plus d'accès aux capitaux étrangers à cet effet, même sans l'accès à de tels capitaux. Le problème que nous essayons de résorber ici est toujours là. Le problème est toujours là, le problème demeure. Alors, ce que cela veut dire, c'est que l'état d'esprit doit changer. Il faut changer l'état d'esprit sur comment est-ce que nous pouvons aborder ce problème. Peut-être par le passé, certains ont commencé 3, 4, 5 ans. Nous avons eu le privilège d'avoir accès aux capitaux et que nous avons travaillé sur comment accélérer la croissance et comment est-ce que nous pouvons également rapidement étendre nos activités. Mais il y a une manière alternative de créer, c'est de manière organique, c'est pas aussi rapide, ce n'est pas aussi concurrentiel. Parce que lorsque tout le monde a de l'argent, cela devient une sorte de compétition et pour la clientèle, chacun veut également attirer les talents et pour toutes choses également, il y a une certaine compétition. Je crois que cette ère on va connaître un ralentissement de cette ère. Ce sera peut-être controversé, ce sera un sujet à controverse que je vais dire. Je ne pense pas que tout le monde doit créer une entreprise. Certains ont des talents pour travailler dans les entreprises, pour aider à régler les problèmes spécifiques des entreprises. Donc je crois que nous aurons de plus en plus cette tendance. Il y aura des talents qui seront de plus en plus disponibles pour travailler avec les fondateurs qui vont créer ces entreprises. Et ceci, à mon sens également, contribuera à améliorer la gouvernance d'entreprise. Parce que si nous parlons de ressources humaines appropriées pour créer les entreprises, ce n'est pas question seulement de talent, c'est l'état d'esprit de gestion d'entreprise. Et quand on parle de fintech, c'est la capacité à pouvoir discuter, collaborer avec les régulateurs et également que nous puissions avoir le respect qu'il faut au niveau de l'industrie et la gouvernance d'entreprise, la gestion. Et tous ces éléments vont contribuer à renforcer le fondement pour une entreprise appropriée, surtout une entreprise orientée sur la consommation. L'autre point que j'aimerais soulever, c'est que nous aurons à voir de plus en plus de collaboration en termes de soit des fusions, des acquisitions, de partenariats. Il y aura de plus en plus ces cas également. Le problème demeure toujours, comme je le disais tout à l'heure. Mais on ne va pas s'arrêter par construire, mais il y aura des manières alternatives pour chercher les fonds nécessaires. Et je veux supposer que le financement au niveau mondial connaîtra peut-être un arrêt, mais il faudrait que nous puissions au niveau local développer ces compétences. Encore une fois, je crois que une partie de ce que j'ai déjà dit, c'est qu'il est trop tôt à cette étape de savoir si réellement il y a un problème en termes d'accès au financement. Peut-être que nous allons toujours avoir un bon temps, peut-être il n'y aura pas, peut-être l'hiver ici. Omar, c'est une question astucieuse pour les startups. Ce qui se passe, personne ne peut dire ce qui pourra se passer dans 2 ans. Nous avons dit que ces 2 dernières années
seront comme ce que nous avons actuellement. Il faudrait que nous puissions nous préparer en tant que start-up. De même, au cours des discussions, vous avez dit quelque chose qui est très important. Nous devons mettre l'accent sur la valeur au lieu de nous focaliser sur la valorisation. Nous avons cette pression à aller à la mise à échelle. Nous avons vu toutes ces opportunités et nous avons besoin de financement. Mais plus vous mobilisez les ressources, plus vous devez avoir les compétences pour les gérer. Devons-nous nous arrêter à mobiliser les ressources? Comment connaître une croissance organique? Alors, on ne peut pas régler tous les problèmes que nous avons. Et si nous le faisons ici, nous ne pourrons pas tirer profit de ces opportunités. Si vous ne continuez pas à lever des fonds, il faut le faire de manière intelligente. Ces outils existent. Nous avons besoin d'utiliser ces outils comme les quasi-fonds propres, la dette également. Ce n'est pas le problème. Mais une start-up ne gère pas, ce n'est pas facile de gérer la dette comme start-up. Mais nous avons besoin de pouvoir tirer parti des stock options pour aider les fondateurs à ne pas avoir ces fonds qui soient dilués, c'est ça l'objectif. Et également, et comme outils, nous devons les exploiter. Ainsi, avons-nous besoin d'utiliser ces outils si nous voulons que les startups continuent pas bénéficier de la croissance. Et mon conseil aux startups, je dis oui, nous devons continuer par générer de la valeur. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Mais ce qui s'est passé il y a cela 2 ans avec la valorisation que nous avons constatée, je pense que cela ne se produira plus. Et puis, cette crise a ouvert les yeux de tous les investisseurs. Ainsi, il nous faut gérer de manière minutieuse la liquidité que nous avons. La question qui se pose également, est-ce qu'il y a l'hiver pour les fintech en 2023? Alors, je crois que j'ai quelques éléments positifs en 2023. Nous savons que 2025, la population mondiale, la moitié vivra sur le continent africain et nous avons les efforts de modernisation et de numérisation. Tout ceci pris en compte, on a besoin de solutions parce que plusieurs sont ceux qui se connectent et qui se digitalisent en Afrique. Je suis d'accord. Le collègue a dit qu'il faut faire beaucoup attention. Nous, en tant qu'entreprise, au niveau des banques, nous devons voir quels sont les domaines qui sont porteurs. Et je crois que c'est essentiel. Nous aurons une discussion sur le financement, sur la valorisation, ce que ça veut dire. Mais je suis optimiste toujours par rapport à l'avenir des fintechs sur le continent. Il faut que nous puissions leur apporter l'appui nécessaire, vu que le taux de pénétration de l'Internet continue pas à évoluer et les consommateurs sont de plus en plus exigeants et le nombre évolue. Ça crée des opportunités pour les fintechs. Les autres également ont dit c'est une opportunité pour connaître une croissance rapide. Mais quelle valeur générons-nous aux clients? Donc, je crois qu'il faut voir également quel est le volume total de transactions. Je crois que c'est des indicateurs. Quels sont les résultats, le revenu pour pouvoir payer les prêts bancaires? Je crois que c'est des éléments essentiels qui vont aider les entreprises qui seront durables pour changer le marché en 2023 et au-delà. Un examen, si nous examinons bien le continent, il y a certains problèmes que nous devons régler. La moitié de la population n'est pas bancarisée, seulement 10% de la population est assurée. Si vous voyez le coût des transactions monétaires transfrontalières, alors vous verrez que le coût est très élevé, je crois 8,9%. Il faudrait que cela soit réduit à 3% au minimum. Il y a beaucoup de problèmes que nous devons également résorber. Si vous voyez la taille du marché, 1,2 milliard de personnes, c'est un marché de 1,2 milliard. Alors, si nous parlons de transformation numérique, cela constitue une très grande opportunité pour le fintech. Je crois qu'il est grand temps que nous puissions tirer parti de ce marché. Je sais qu'il y a des contraintes en termes de ressources, mais je pense que c'est une opportunité pour voir comment est-ce que nous pouvons utiliser les ressources rares que nous avons à notre disposition, comment pouvons-nous optimiser notre modèle d'affaires pour devenir plus efficace et
il pourrait y avoir une opportunité pour consolider les entreprises. Et cela nous aidera à parler de rentabilité également. Et également, nous devons avoir une perspective à long terme du continent. Je crois que l'avenir est radieux. Et l'avenir de l'Afrique également, nous avons besoin de pouvoir nous optimiser et nous préparer pour tirer parti des opportunités qui sont disponibles là. Merci beaucoup. Je crois que nous avons dit beaucoup de choses. Je réfléchis à certaines de ces leçons clés de ce discours, de ces conversations. Il y a assez d'opportunités, vous l'avez dit, et le problème que nous avons à régler, on a parlé de liquidité, la pénétration de l'assurance, la pénétration du crédit également sur le continent africain. Nous avons attendu également les uns les autres se prononcer sur le changement de mentalité un tout petit peu en termes de comment est-ce que nous pensons à la croissance. La croissance organique est nécessaire en termes de financement quand on passe aux nouveaux instruments. Et une chose que j'ai vraiment appréciée, c'est l'idée selon laquelle il faut que nous puissions avoir des motivations pour motiver les consommateurs, quelle que soit notre position sur le marché. Et toute cette idée également selon laquelle nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Nous savons pas ce que 2023 nous réserve et au-delà. Alors, il faut nous préparer pour la FinTech et leur croissance. On va applaudir très fort pour dire un grand merci aux panélistes, Omar, Jess et Pardon. C'est pour moi un plaisir d'inviter le président de nos sessions. Merci beaucoup. Le gouverneur Njoroge de la Banque centrale du Kenya, où nous aurons une discussion rapide qui portera sur la FinTech et l'innovation sur le continent africain. Bienvenue, gouverneur Njoroge. Wonderful. So the first question I'm going to Alors, la première question à votre endroit, nous avons entendu parler de l'innovation. Les orateurs tout à l'heure ont parlé de la taille des problèmes auxquels nous sommes confrontés sur le continent africain. Je sais que vous êtes à la Banque centrale du Kenya et vous utilisez l'innovation pour aider à régler certains de ces problèmes. Alors, parlez-nous un tout petit peu de pourquoi, et dans le pourquoi, vous voyez ça sur le site web, pourquoi avons-nous besoin de l'innovation? Et certaines des choses que vous voyez déjà qui peuvent aider à changer l'image de l'institut financière en Afrique et au Kenya. Alors, avant toute chose, je suis très enthousiasmé pour ces discussions positives, vu les éléments qui viennent d'être soulevés. Vous avez abordé des questions des fintech, des innovateurs, et également la mentalité est complètement différente, disons, des fintech il y a cela 5 ans. Alors, nous pouvons discuter de cela, mais tout tourne autour de l'innovation, comme je l'ai dit, l'innovation est essentielle. Et si nous devons réaliser des progrès, il nous faut innover. Ben, la taille des problèmes, vous l'avez dit, est considérable. Les problèmes dans nos économies, les problèmes que nos populations, nos concitoyens ont à gérer, cela dépasse l'entendement humain. Si nous pouvons juste ramener ce débat et utiliser les outils, les techniques que nous avons, la technologie financière, nous pouvons trouver des solutions à ces problèmes. Dans une certaine mesure, il nous faut avoir une compréhension claire du fait que ce que nous devons faire, c'est de régler le problème de nos populations. Et je crois que c'est ce qu'ils ont très bien dit dans la discussion. 5 ans de cela, ce n'était pas le cas. Les gens étaient un tout petit peu braqués sur les DLTs, sur les blockchains, et toutes ces choses peuvent régler les problèmes. Donc, nous sommes en phase et je suis très content. Alors, pensez-vous que l'attitude du régulateur a changé également? C'est bon de savoir qu'il y a eu des changements. Est-ce qu'il y a des changements? Oui, nous tous, nous avons changé. Mais ça, je peux vous assurer que nous avons changé. Et au départ, les régulateurs avaient une certaine lenteur. Et c'est ce qui a été également dit ici. Et peut-être que ce n'est pas le cas dans tous les pays, peut-être. Mais les régulateurs, dans une certaine mesure, ont eu un certain niveau de suspicion. Et niveau de suspicion parce que ce qui était les startups n'étaient pas intéressés à faire l'objet de régulation.
Vous voyez, ça c'est une longue histoire et je peux vous raconter cela plus tard. Mais pour revenir sur ceux qui veulent atteindre un objectif spécifique donné, mais en fin de compte, ils ne veulent pas eh bien, faire l'objet de régulation également, c'est une autre histoire. Ce que je veux dire, c'est que il y a 5 ans, on a cette idée comme si on n'a pas besoin de régulateurs. Nous avons la solution, acceptez-nous tels que nous sommes. Et je crois que même dans le monde financier, le secteur traditionnel financier, avant la crise financière mondiale, il y avait l'autorégulation qui se pratiquait, on peut tout faire, le nouveau meilleur monde. Et nous avons également vu, je crois que nous avons également vu que le produit finaux, non, je crois que il y avait ça, et je vais l'appeler la suspicion. Alors, les régulateurs ont changé. Je suis heureux de ce que nous avons changé. C'est quoi le conseil? Parce que les gens demandent ce qui va se passer avec les régulations, les réglementations, etc. Comment on peut engager les régulateurs? Parce qu'il y a 2 points intéressants, je crois. C'est d'abord l'aspect pour ce qui est des gaps, et parfois ce n'est pas si aisé que ça que d'avoir le dialogue. Parfois on perd certaines informations. Il est important de dire également que parfois pour les compagnies les plus jeunes, ils se demandent s'ils sont assez grands pour parler avec des régulateurs. Est-ce que vous avez des conseils? Et comment est-ce qu'ils peuvent dialoguer avec vous? Je vais dire que je ne suis pas très d'accord avec le fait qu'il y a un gap générationnel, il y a un gap de mentalité. Mais je crois que si nous voulons tous faire la même chose, et peu importe la génération dans laquelle nous sommes, alors je crois que ce qui doit être fait, c'est de s'engager et savoir qu'on a besoin de règlements et comprendre pourquoi on a besoin de règlements. Vous savez, il y a cette expression, il y a de cela des années, par rapport à l'université de Chicago, certains qui ont mis pied là-bas. Et leur fonds n'était pas durable. Je pense pas que l'innovation va détruire les fonds, mais il faudrait comprendre le pourquoi du comment. Et ce que je peux dire, c'est que on essaie de protéger le consommateur et minimiser les risques qui s'y trouvent. On essaie de maximiser les opportunités et minimiser les risques. Une fois que c'est clair que vous avez besoin de réglementation, comme ils ont dit, vous retournez vers les régulateurs, vous trouvez qui sont ces régulateurs-là, vous vous engagez avec eux, vous demandez, par exemple, nous avons tel ou tel produit, voici ce que nous avons l'intention de faire. Et d'après mon expérience, souvent, ils ne sont pas très clairs pour ce qui est de l'utilisation du produit. Nous avons plusieurs personnes qui viennent dans notre juridiction, qui viennent dans nos différentes juridictions. Et nous avons des produits dans plusieurs juridictions également, mais il faudrait prendre en compte les premiers venus. Et je crois que Chipa est dans plusieurs juridictions, par exemple. Alors, il faut travailler avec les régulateurs et comprendre les contraintes. Aussi, il faudra comprendre comment résoudre ces questions. Je crois que la plupart des gens comprennent qu'il y a une place pour les fintech. Et s'il y avait des réglementations, je crois que on aura un environnement plus agréable pour les uns les autres. Maintenant, pour ce qui est de l'hiver, je crois que c'est une question très difficile. Je crois qu'il y a une sorte de non-mise en place. Dans la conversation ce matin, on a parlé de la réussite des uns et des autres. Combien d'argent on a eu des VCs,
les évaluations, etc. Je crois que c'est pas les bons métriques pour mesurer le succès des institutions. Je crois que les métriques les plus importants à voir avec les problèmes résolus, etc. Il est clair que la valeur va s'ajouter à un moment ou à un autre, mais il faut essayer de résoudre le problème. Ce que j'ai à dire maintenant, c'est qu'il y a un changement même dans les économies avancées en matière d'appétence pour les investissements dans ces types d'aventures, mais il y a également les histoires dont on a entendu parler. Tout est un peu troublé. Je ne vais pas parler d'hiver, mais après 40 ans, on m'a dit que l'aigle, peut vivre pendant 70 ans, mais après un certain temps, l'aigle devient assez vieux. Les plumes qui tombent, etc. Et il part rester dans une montagne, il brise son bec, ses pattes, il change d'apparence. Je ne sais pas après combien de mois est-ce que cela dure. L'aigle ressort comme un nouvel aigle. Donc on a besoin de ces postes de contrôle pour les fintech. Et on a besoin de comprendre le moment et en ressortir plus fort, plus agile, prêt à faire le travail pour le consommateur, et je crois que ce sera magnifique. Merci, et ceci étant dit, je vous remercie beaucoup pour cette discussion. Je vous remercie encore nos panélistes. Merci à tout un chacun. Merci.